Nous allons bientôt commencer, le temps que chacune et chacun puisse s'installer et ouvrir son écran. Vous êtes en train d'être accueillis. Nous sommes ce soir réunis pour le 37e webinaire du CEMA. Ce webinaire, c'est le deuxième de la série Famille qui a commencé cet automne avec un webinaire sur la paternité. D'abord, je voudrais vous dire bonjour à toutes et à tous, vous remercier d'être là. Nous sommes 330 inscrits et nous allons voir combien nous avons de présents. Donc, tous ceux qui ont pu braver le froid, la pluie, le Black Friday et qui ont pu prendre du temps pour être avec nous ce soir. Je voudrais vous rappeler que vous n'êtes pas autorisés à brancher vos micros. C'est le CEMA qui gère les micros. Ne vous inquiétez pas, je vais avoir un décalage entre les caméras et mon écran, mais je sais où j'en suis, je ne suis pas perdue. Je n'ai pas de problème de matérialisation. Je voudrais aussi, vous voulez bien que vous puissiez nous inscrire d'où vous venez, de quelle ville vous êtes, de quelle région ou de quel pays. Puisque parmi nos 330 inscrits, nous avons des professionnels qui viennent de partout, des professionnels, des parents, et c'est intéressant pour nous de savoir d'où vous venez pour pouvoir vous saluer. Vous pourrez tout à l'heure poser vos questions tout au long de la conférence dans le petit chat questions-réponses. Vous mettez vos questions et nos deux intervenantes vous répondront à la fin de leur intervention. On a prévu un temps pour pouvoir échanger. Ça rentre, ça continue à rentrer. Vous êtes très nombreux, donc il faut le temps de pouvoir laisser rentrer tout le monde avant que nous commencions. Hop, ça continue à rentrer. Je ne sais pas, moi je ne vois pas d'où vous venez. Est-ce que vous l'écrivez? On va voir de quel pays, de quelle région, de quelle ville. Et on va pouvoir bientôt commencer notre webinaire sur l'adolescence que nous avons appelé avec les deux intervenantes, l'adolescence dans le tumulte de la séparation parentale. Un sujet qui nous intéresse tous, nous les professionnels, mais aussi les familles, sur ce mystère qu'est l'adolescence et sur cette complexité au moment de la séparation parentale qui amène à beaucoup de remous et beaucoup d'interrogations. On continue à rentrer, vous continuez à arriver progressivement. Vous continuez, je ne sais pas combien vous êtes pour le moment, mais beaucoup, très nombreux, et nous sommes ravis que vous soyez aussi nombreux. On va peut-être pouvoir commencer. Peut-être pour commencer, je voudrais que vous rappelez, et ce soir, on n'a pas donné de réponse, on n'a pas trouvé de réponse à la question de pourquoi l'adolescence est un tel tumulte, quels sont les besoins des adolescents, et comment nous pouvons aider les professionnels à pouvoir accompagner ces adolescents. L'adolescence est une période complexe, à la fois elle est marquée par des bouleversements que nous voyons, des bouleversements physiques, physiologiques, mais aussi psychiques, et on peut s'interroger sur ce qui se passe dans cette période critique quand la séparation des parents vient se croiser avec cette construction. Est-ce qu'il y a un impact sur le développement, les repères affectifs, psycho-affectifs, sur le lien familial? On se demande aussi beaucoup comment accompagner au mieux les jeunes dans cette traversée délicate. La médiation familiale, puisque je suis médiatrice familiale, peut donner une place spécifique à l'adolescent et elle peut aussi permettre d'apaiser les tensions familiales pour que les relations puissent être plus sereines. Ce webinaire, nous l'avons construit avec deux professionnels que je vais vous présenter autour de leur expérience et leur connaissance des conséquences de la séparation, mais aussi de ce qu'est l'adolescence. Et pour nous accompagner ce soir, Dr Catherine Dolto, praticienne en autonomie, présidente du CIRDHV, elle vous expliquera. Elle est auteure de très nombreux ouvrages. Il y a deux petits ouvrages qui viennent de sortir il n'y a pas très longtemps dans la collection pour enfants, et je vous conseille de les regarder dans la collection Mine de rien, dit Catherine Dolto, et que vous pouvez facilement utiliser dans vos cabinets, dans vos bureaux pour conseiller aux parents parce qu'ils sont extrêmement bien faits. Pourquoi Catherine Dolto ce soir? D'abord, c'est toujours un plaisir de travailler avec Catherine, mais aussi parce que nous ne savons pas toujours, beaucoup ne savent pas, que ce livre qui nous sert souvent de base
que nous appelons familièrement le complexe du homard, a été écrit par Catherine au moment où elle vous expliquera peut-être. Des notes ont été prises, un enregistrement avait été fait à trois, que Françoise Dolto supervisait, écoutait, et il a pu être réécrit, et je trouvais que c'était une juste place que de demander ce soir à Catherine Dolto de venir partager avec nous sa grande connaissance sur ce homard, cette pagine. Et Stéphanie Hébrard, un immense merci à Stéphanie Hébrard, qui est première présidente aujourd'hui, j'allais dire à Montpellier, mais plus à Montpellier. Aujourd'hui, elle est première présidente, elle est première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris. Elle coordonne la chambre de la famille et elle est juge aux affaires familiales. Son expérience, c'est une des magistrates très engagées dans la recherche de modes amiables, de projets innovants au service des familles et des enfants. Et elle va pouvoir, on s'est interrogé à trois sur comment pouvons-nous travailler un professionnel du champ de la psychologie, Catherine, un magistrat, professionnel du droit, mais qui est bien au-delà du professionnel du droit, parce qu'il travaille avec les familles, et un médiateur familial face à cette complexité qui est vraiment l'adolescence. Je suis médiatrice familiale, mais je suis formatrice aussi. Et chaque fois que je commence une formation, notamment spécifiquement sur l'adolescence, je commence toujours par une phrase de Françoise Dolto, c'est comme ça fait partie de ma culture professionnelle, et c'est celle que je vais partager avec vous. Dans ce livre tout à fait particulier, Françoise et Catherine, l'adolescence, c'est l'âge du homard. Comme lui, le jeune doit quitter une carapace devenue trop étroite. Dans ce moment de mue, il est fragile, exposé, parfois en révolte, mais c'est précisément dans ce tumulte de la séparation que se forge une nouvelle identité, une nouvelle force. Parlons ensemble de ce passage délicat où la vulnérabilité devient la condition de la croissance. Et nous posons là le cadre de notre échange de ce soir sur cette fragilité, sur cette complexité de ce petit homard qui a perdu sa carapace et qui, le temps d'en retrouver une, comme on dit, l'adolescent, ce n'est plus déjà un adulte, mais ce n'est plus tout à fait un enfant. Et le temps de cette bascule, où il a un pied dans l'enfance et l'autre qui part vers le monde des adultes, il a un moment de vide et de complexité. C'est sur cette période-là que nous allons nous interroger. Alors Stéphanie, tu pourras... Alors, on a décidé de ne pas remettre des vous peut-être plus conformes, mais ça devient compliqué. Et donc, on va continuer à se tutoyer. Stéphanie, tu pourras intervenir quand tu veux par rapport à tout ce que va dire maintenant Catherine. Et puis, j'aurai quelques questions à poser à Catherine et nous allons faire comme en médiation, une question à la fois. Je n'ai pas vu les villes d'où vous venez, mais on saura à la fin lorsque vous aurez le replay, on le verra tout à l'heure, vous aurez une cartographie qui vous dira d'où vous venez. La première question à Catherine, ben, qu'est-ce que c'est que l'adolescence, tout simplement? Alors, c'est un temps de mutation qui se fait sur plusieurs années. Mais d'abord, avant tout, je voudrais dire qu'il n'y a pas deux adolescents pareils. C'est à chaque fois différent. Et c'est toujours au cadre d'une galaxie familiale qui est complexe et qui est à chaque fois différente. Il y a encore 10-15 ans, à l'époque où on a fait le homard, on disait qu'il n'y avait que 35% d'adolescents qui faisaient une crise d'adolescence. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, la donne a complètement changé. Et ça, on ne peut pas faire l'impasse sur l'influence des réseaux sociaux quand on parle d'adolescence. Alors, en même temps, il y a cette variabilité incroyable, mais il y a quand même trois invariants qu'il faut quand même avoir en arrière-fond. D'abord, le fait que la maturité cérébrale, c'est entre 25 et 30 ans. Jusqu'à 25-30 ans, notre cerveau n'est pas complètement terminé. Et en particulier à l'adolescence, il y a un grand remue-ménage dans les connexions. Il y a plusieurs moments dans la vie où on largue beaucoup de connexions qui n'ont plus lieu d'être, et puis on en fait des nouvelles. Et à l'adolescence, il y a un moment où il n'y a plus les anciennes connexions, il n'y a plus de connexions, il n'y a pas encore les nouvelles. Et ça, c'est compliqué pour penser et pour se reconstruire dans un moment où l'architecture interne est en grand remaniement. Et l'autre chose,
c'est qu'à l'adolescence, il y a une redistribution des cartes de la naissance. Parce que c'est la deuxième fois de la vie, de notre vie, qu'on est inondé par les hormones sexuelles qui sont très présentes chez les nouveau-nés. On voit les nouveau-nés, ils ont des organes sexuels très développés, quelquefois il y a des petites règles, quelques gouttes de lait, etc. Et puis ça s'estompe et ça revient, ça commence à remonter avant l'adolescence, juste avant la puberté. En fait, c'est beaucoup plus que la puberté. Pour les filles, évidemment, le fait d'être nubile et dans beaucoup de cultures de devenir mariable, c'est un changement absolument essentiel, mais sinon, c'est progressif. Et donc, c'est aussi la deuxième fois qu'on est le lieu de changement physique tellement important qu'on se sent comme étranger à soi-même, et donc étranger aux autres. On ne se reconnaît pas, et on remanie aussi de ce fait les relations familiales pour les parents. Devenir parents d'adolescents, ça les renvoie aussi à l'énorme changement que c'est de devenir parent de nouveau-né. Parce qu'on est devant quelqu'un qu'on découvre, finalement. Le nouveau-né, on le découvre. Et à l'adolescence, cet enfant qu'on connaissait, qu'on croyait connaître très bien, se révèle différent. Et donc, on est dérouté. C'est un remaniement de tout le monde. Et comme le nouveau-né, en naissant, il se met à respirer l'air, que tout le monde le respire en même temps, mais l'adolescent, lui, il a besoin de changer d'air. C'est comme si l'air de la famille devenait un peu étouffant et qu'on avait envie de respirer ailleurs. Et pour certains parents qui sont en période de fragilité, et si c'est en période de séparation ou de conflit parental, ça peut poser deux problèmes. C'est que d'abord, l'adolescent peut être instrumentalisé dans les disputes du couple, dans le conflit. Et deuxièmement, les enfants sont souvent quand même aussi un pivot autour desquels les parents d'abord se réunissent. Quand on est réunis par des tâches communes autour de l'éducation, ça facilite les relations, même si c'est compliqué, il y a quand même un lien d'évidence. Et quand les enfants vous disent « moi je suis un peu mieux dehors avec les copains qu'en famille », on se retrouve un peu les bras ballants et ça re-questionne beaucoup le couple et les interrelations dans le couple. Voilà un peu l'arrière-fond que je voulais donner. Merci. Alors, autrement dit, face à un adolescent difficile, où devant toute évolution, c'est intéressant de repenser aux conditions de la naissance. Parce que quand la naissance ou l'accouchement ont été très difficiles, parce que ce sont deux événements conjoints, mais c'est très différent, il faut être attentif. Parce que nous, les humains, on est un peu comme le métal à mémoire de forme. On a toujours tendance à prendre les vieilles recettes. Et quand un adolescent a eu son premier passage de seuil, parce que c'est ça la naissance, c'est le premier passage de seuil, et comme toutes les premières fois, il est très prégnant. Il laisse des traces mnésiques qui sont inscrites dans la chair, qui ne sont pas forcément conscientes. Et donc, quand ça a été violent, difficile, quand il y a eu un vécu d'abandon, parce que tout bébé qu'on sépare de ses parents pendant plus de 2 heures a un vécu d'abandon, parce qu'il n'a pas les outils pour comprendre pourquoi on le sépare. Donc, quand il y a eu ça, il aura tendance à s'adapter à la nouvelle situation en reprenant des choses. Par exemple, il va fonctionner comme si on l'abandonnait, alors que ce n'est pas le cas du tout, comme ce n'est pas le cas d'ailleurs quand on l'hospitalise pour le sauver. Alors c'est toujours très intéressant quand on s'occupe d'adolescents de se renseigner le plus possible sur les épreuves qu'il a traversées, juste avant, pendant et dans les premiers mois qui ont suivi sa naissance. Est-ce qu'on peut demander, Stéphanie, en tant que magistrate, est-ce que ce sont des éléments que tu peux constater, puisque tu reçois des adolescents en tant que magistrat, pour le droit des enfants à être entendu et à demander à être entendu? Est-ce que ce que vient de nous dire Catherine, ces adolescents à la fois en difficulté par rapport à leur construction, par rapport, elle disait tout à l'heure, à la fois par rapport à leurs parents et par rapport aux autres, est-ce que ça, tu le repères et comment est-ce qu'on l'entend quand on est magistrat? Alors, effectivement, moi, je
j'ai une expérience de juge aux affaires familiales depuis plusieurs années et je rencontre des adolescents dans le cadre des auditions d'enfants et donc plutôt dans des situations de conflit parental ou en tout cas de crise parentale parce que la crise, elle est normale et elle peut, lorsqu'elle dure, elle peut être donc se transformer en un conflit parental parce que bien entendu, dans la plupart des cas, les parents arrivent à s'entendre et traversent cette période. Mais lorsque j'entends des enfants, c'est qu'il y a une difficulté des parents qui n'arrivent pas à s'entendre. Donc, alors c'est toujours très angoissant pour les enfants, hein, cette situation. Être entendu par un juge, c'est compliqué. Et effectivement, il y a quand même des caractéristiques suivant les âges. Et un adolescent, on sent bien que y a une souffrance particulière qui se traduit soit par une grande tristesse avec des conduites à risque, c'est-à-dire un désengagement ou un vécu encore plus difficile de cette séparation parentale, de ce conflit avec, là vous l'avez dit, hein, ils sont dans une période où ils ont besoin de sortir de la cellule familiale, de trouver leur propre identité, mais là ils en sont expulsés, où ils sont placés dans une situation de déstructuration, parce que finalement ce mouvement extérieur, il est constructif si la cellule familiale joue son rôle. Mais là, en plus, la cellule familiale ne joue, ou est en danger de ne plus, en tout cas, de ne plus jouer ce rôle de structurant pour l'enfant. Donc, on voit bien qu'il y a des situations extrêmement difficiles d'adolescents qui sont en crise totale, parce qu'à la crise d'adolescence s'ajoute cette angoisse pour eux. Ou alors ce sont des adolescents qui prennent parti dans le conflit avec une dimension, alors avec d'un côté avec des proportions plus importantes et avec des manifestations, je qualifierais peut-être à tort parce que d'un peu hystérique, avec voilà, un engagement très très actif dans le conflit de manière peu rationnelle et de manière un petit peu, comment dire, impressionnante, enfin disproportionnée. Mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus de ce que j'ai pu observer. Ce que nous observons en général, les médiateurs familiaux, ce sont des adolescents qui, dans cette carapace, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette métaphore du homard, vont se renfermer pour pouvoir continuer à grandir et à être en lien social avec leur père PAIRS. Et ils vont à un moment donné couper, lorsque le conflit est trop fort entre les deux parents, ils coupent la relation avec l'un des deux, parce que c'est la seule stratégie qu'ils trouvent pour pouvoir continuer à grandir. Moi, il me semble que souvent, dans leur manière de couper la relation, c'est un passage à l'acte difficile pour le parent qui le vit, c'est évident, difficile pour lui-même, pour l'adolescent. Et ce que j'observe, c'est que la plupart du temps, si on pouvait lire ce qui se passe de manière plus ou moins consciente, le message qu'il délivre, c'est « je laisse le parent que j'imagine être le plus fort et qui de toute façon va m'attendre ». Mais le parent qui se retrouve mis à l'écart le vit extrêmement difficilement et c'est très compliqué, surtout quand le conflit est comme on le connaît, puisque nous recevons principalement des familles très en conflit, et très en conflit autour de la question de l'enfant et de l'adolescent. L'adolescent, il ne choisit pas, on peut penser qu'il choisit son père ou sa mère, en réalité, il choisit l'espace dans lequel il va être en sécurité. Et ça, pour le décoder, alors je sais pas du côté psy ce qu'on peut en dire, Catherine, mais qu'est-ce qui fait que l'adolescent puisse réagir autant en conflit? Et on dit qu'en France, il y a à peu près 43% des enfants qui n'ont plus de relation avec un des deux parents, dans les 2 à 5 ans qui suivent la séparation, ce sont des sociologues. Et parmi ces enfants-là, ces ruptures de relation, plus de 80% avec le père. La résidence principale est chez la mère,
et il coupe la relation avec le père, le temps de grandir, comme s'il mettait peut-être pour être dans leur monde, un casque sur la tête pour ne plus entendre ce bruit et pour pouvoir continuer à exister. Je ne sais pas ce que tu en penses, Catherine. J'en pense que quand on a eu une bonne relation avec un enfant petit et que ça tend beaucoup à l'adolescence, il faut surtout garder confiance. Un jour ou l'autre, ça va se renouer. Et c'est vrai que sur le moment, il y a des choix opportunistes. Il y a aussi il y a plein de circonstances qui peuvent être géographiques aussi, qui fait qu'on choisit un parent plutôt que l'autre. Certains enfants vont choisir de rester vers le parent le plus fragile parce qu'ils se sont mis dans une posture de soutien. Un enfant peut porter ses parents comme il a été porté. D'autres, au contraire, ça les angoisse trop et ils vont aller du côté du parent le plus solide. Il faut toujours essayer de comprendre ce qui se passe pour lui et comment, quand il était petit, comment ça s'est posé, comment il a trouvé sa place dans la famille avant la crise d'adolescence. Déjà, il y a aussi qu'il y a des alliances mère-fille, des alliances père-fils qui sont très fortes. Il y a aussi que quand les enfants ont eu une relation, alors qu'on dit édipienne, c'est-à-dire une relation où il y a eu de la séduction de part et d'autre, parce que ça arrive, tous les enfants par moments des comportements de séduction avec le parent de l'autre sexe. Si le parent s'est laissé séduire, je ne parle pas du tout d'inceste, je parle de mode de relation où l'enfant fait tout ce qu'il veut, etc. Ça a pu être conflictuel. À ce moment-là, l'enfant peut être pris dans une situation perverse. Personne n'est pervers, ni le père, ni la mère, ni l'enfant, mais la situation peut le devenir. Et ça, ils ont besoin d'aide à ce moment-là pour dénouer une situation perverse parce que chacun est incapable de voir sa part dans la construction de cette situation perverse. Et c'est très important d'essayer toujours de se mettre du point de vue de l'enfant et de comprendre pourquoi il veut protéger ou ce qu'il veut protéger en lui. Il y a aussi que c'est l'âge où tout d'un coup, ils regardent leurs parents avec un espèce de regard laser qu'ils n'avaient pas avant. Et ça, c'est très surprenant parce que les petits, ils pensent toujours que leurs parents sont les plus beaux et les plus formidables du monde et les enfants ont besoin d'admirer leurs parents. Et puis, il y a un moment où tout d'un coup, il y a une lucidité qui s'installe. Et à ce moment-là, le parent est tout à fait complètement effondré narcissiquement parce qu'il ne représente plus pour son enfant cet être merveilleux. Et c'est vrai que c'est mieux de s'en apercevoir avant eux que c'est pas vrai, que personne n'est merveilleux, mais que chacun fait ce qu'il peut du mieux qu'il peut. Merci. Et la question que j'aurais du coup envie de poser, c'est à Stéphanie. Quand on est magistrat et qu'on travaille avec, on dit souvent que le magistrat, sa fonction, c'est de trancher les litiges. C'est pas aussi simple que ça. Quand on est juge aux affaires familiales, juge des enfants, vous êtes plongé au milieu du conflit familial. Et la question que moi j'aurais envie de poser, c'est au fond, quelles sont les orientations possibles, sur quel professionnel vous pouvez compter, quelles sont les attentes d'un magistrat quand il reçoit un enfant. On vient d'entendre Catherine qui nous dit c'est pas facile, mais il faut savoir que c'est fréquent, que c'est normal. Il faut s'interroger sur ce qui s'est passé et il faut surtout laisser la porte ouverte. Quelles sont à ce moment-là, en tant que magistrat, les attentes que peut avoir un juge aux affaires familiales sur comment gérer cette situation, où l'un et l'autre viennent démontrer, ils ont du mal à faire autrement, qu'ils sont le meilleur parent. Cette image du jugement de Salomon, on l'a toujours dans notre culture, et de se dire, forcément le juge va comprendre que c'est pas moi, c'est l'autre. Mais dans le c'est pas moi, c'est l'autre, entre les deux, il y a l'enfant. Et quelles seraient les attentes d'un magistrat par rapport à la prise en charge des adolescents, qui est tout à fait spécifique? D'avoir des attentes par rapport à des professionnels, donc partenaires, pour prendre en charge des situations complexes, on a nécessairement un rôle pédagogique à avoir vis-à-vis des parents. Alors, vous l'avez dit, on est juge, on doit trancher un litige. Alors, on peut facilement trancher un litige, parce qu'un litige, c'est un désaccord
sur un droit ou sur une modalité prévue par la loi sur lesquelles les parents ne sont pas d'accord, il est très facile de rendre un jugement et de dire ben, l'enfant sera là, il aura le droit de visite d'hébergement et vous paierez tant. Bon. Mais on n'a pas réglé le conflit. Et nous, on reçoit dans nos cabinets des situations de parents qui sont en conflit de manière parfois violente, dont on voit la souffrance chez chacun, qui s'exprime chez chacun des parents, mais surtout dont on perçoit la souffrance chez les enfants que nous entendons, donc dans le cadre des auditions. Et les enfants en général, dans le cadre de cette audition, sont la plupart du temps, nous disent à quel point ils souffrent du conflit parental. Et à quel point ils souhaiteraient que leurs parents cessent ce conflit. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'ils nous disent que c'est la seule fois ou la première fois qu'ils ont pu exprimer ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire qu'on perçoit que finalement, les parents qui se séparent ne donnent pas la possibilité à leur enfant de pouvoir s'exprimer et de s'exprimer de manière dans un cadre neutre, parce qu'un enfant nécessairement, lorsqu'il y a conflit, eh bien, va dire à un parent ce qu'il veut entendre, et à un autre, peut dire autre chose, qui d'ailleurs va alimenter le conflit. Donc, on est confronté à ces situations-là, et on se sent en responsabilité d'accompagner ces familles dans la résolution, pas seulement de leurs litiges, mais aussi de leurs conflits. Et c'est là où, en effet, on a besoin de partenaires, mais avec... alors, la médiation familiale, elle est extrêmement importante parce que c'est justement le lieu où la communication va pouvoir se faire. Mais, alors, il peut y avoir plusieurs types de médiation adaptées en fonction du type de conflit, parce qu'il y a parfois la médiation parfois ne suffit pas, surtout quand le conflit est aigu. Il faut des mesures beaucoup plus structurées, encadrées, comme par exemple la coordination parentale. Mais dans tous les cas, ces médiations et ces accompagnements, pour moi, en tant que juge aux affaires familiales, de mon expérience, ne peuvent être efficaces que si on part de la parole de l'enfant et qu'on amène les parents à se focaliser et à tourner leur regard vers les besoins de leur enfant qu'ils n'ont pas pu exprimer ou qui n'ont pas été suffisamment compris ou entendus. Parce que, vous l'avez dit, l'adolescence est un moment difficile, les parents se séparent et en plus, il y a une difficulté à comprendre les besoins déjà les besoins d'un enfant, pas toujours, mais en plus un adolescent, c'est très compliqué. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de maladresse de la part des parents, dans ce que je vois, des parents qui se mettent au même niveau que les enfants. Elle m'a raccroché au nez, c'est à elle de faire la démarche puisqu'elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir. Des maladresses aussi de parents qui tournent la page rapidement et qui du jour au lendemain présentent leur nouvelle compagne ou leur nouveau compagnon. En général, ce sont les hommes. Je ne veux pas faire de polémique, mais en général, c'est ça. C'était comme, voilà, d'un coup, on passe d'une mère à l'autre et puis les enfants doivent suivre. Mais non, mais les enfants, ils ne peuvent pas suivre quand ils sont petits encore, mais quand ils sont ados, ils ont leur mot à dire et ils en veulent à leurs parents. Parce que quand ils sont ados, voilà, on ne peut pas leur faire gober n'importe quoi et ils ont une demande, comme tous les enfants, mais particulièrement quand ils sont ados, c'est est-ce que tu vas continuer à m'aimer? Et est-ce que tu es capable de m'aimer inconditionnellement? Et donc, ce sont des ados qui vont mettre à l'épreuve leurs parents et qui vont justement être en rupture ou être fâchés contre eux. Mais c'est aussi pour les mettre à l'épreuve. Jusqu'où tu vas aller? Quelles sont les preuves que tu peux me donner de ton amour, puisque tu te sépares de maman, tu te sépares de nous, ou inversement, tu te sépares de papa, tu te sépares de nous. Mais est-ce que tu m'aimes moi? Parce que derrière tout ça, alors quand on est un petit enfant, on peut pleurer, on peut être exprimé par des somatisations, mais quand on est ado, on l'exprime par de la colère, par de l'opposition. Et on a des parents qui, au lieu de se mettre en retrait
de faire preuve de patience et de rechercher de quoi tu as besoin. Parce que c'est ça le lieu de la médiation, c'est un accordage par rapport aux besoins de l'enfant. C'est pas deux parents qui essaient de se mettre d'accord, parce que si on exclut l'enfant, ça peut pas marcher. Parce que l'enfant, il a besoin d'être entendu dans ses besoins. Et ça peut permettre justement aux parents de se mettre d'accord, parce que c'est le pas de côté, on se tourne vers l'enfant, de quoi as-tu besoin? Voilà. Et donc, s'il n'y a pas cette communication, s'il n'y a pas d'un soutien, et ça, il n'y en a pas assez, parce qu'il y a des services de médiation, mais il n'y a pas assez, moi, à mon sens, mais de services d'information aux parents sur les besoins de l'enfant en période de séparation, en fonction de leur âge, bébé, enfant, de 8 ans. Parce que chaque période a ses spécificités. À 12 ans, il peut y avoir des phénomènes d'enfant guerrier qui vient en défense d'un parent qu'il a observé comme étant un parent victime. Et on peut avoir des phénomènes comme ça où tous les professionnels peuvent être entraînés, où un enfant peut être amené à dénoncer des choses qui n'ont pas de réalité objective, mais dans lesquelles il est très, très pris. Bon, voilà. Et puis, il y a les phénomènes d'adolescence et avec des besoins particuliers et des besoins d'assurance de ce que on va continuer à les aimer, à les supporter, à les éduquer et à les supporter malgré leurs difficultés, et qu'on sera là pour eux. Voilà. Et là, j'ai trop parlé, donc, parce que je peux parler encore longtemps. Non, c'est important. Moi, ce que j'entends quand on revoit du côté de Catherine, c'est qu'effectivement, ça fait écho à ma pratique de médiateur familial. C'est-à-dire et c'est vrai que depuis plus de 20 ans, je me suis un peu spécialisée sur cette question de l'adolescence qui peut mettre complètement en péril les accords des parents. Le médiateur peut avoir le sentiment d'avoir fait son travail, les personnes se parlent, etc. Si l'adolescent n'est pas associé, alors rien ne va fonctionner. Et ce que je peux dire aujourd'hui, après toutes ces années, c'est qu'on repère deux éléments qui entraînent la rupture de relation. Le premier, c'est la manière dont la séparation est annoncée à l'enfant, à l'adolescent. Alors ces histoires, on a mis, je vais oser le dire, on a mis Françoise Dolto à toutes les sauces. Elle n'a pas dit tout ce qu'on raconte. Et aujourd'hui, dans le public, il est dit, on doit tout dire à un enfant. Non, on ne doit pas tout dire à un enfant. Et quand on dit à un enfant, parce que c'est beaucoup de parents qui disent ça, on s'est beaucoup aimé, c'est pour ça que tu es là, mais maintenant on ne s'aime plus, on va se séparer. Le raccourci qui est fait pour l'enfant, c'est s'ils ont été capables de s'aimer, de se quitter, alors ils vont me quitter moi aussi. Tout à fait. Et ça, c'est compliqué. Le deuxième choc que l'on voit, et vous l'avez évoqué, c'est la manière dont on vient présenter, souvent trop vite. C'est pas que les hommes, les femmes le font aussi. Quand on ne se sépare pas de manière, c'est rarement fait de manière consensuelle, et celui qui prend la décision de partir, souvent ça fait très longtemps qu'il se dit ça n'est plus possible, peut-être que, et qu'il réessaye, et à un moment donné il y a un événement qui fait qu'il part, et l'environnement et l'autre conjoint sont effondrés. C'est un peu plus complexe que ça. L'autre, c'est la manière dont on va présenter le nouveau, la nouvelle compagne à l'adolescent, et en le mettant dans un secret. Et je me souviens d'une adolescente, c'était un conflit terrible, et il y avait une résidence alternée qui avait été décidée, et la maman les emmène pour une croisière sur un bateau. Sur un bateau, on ne peut pas se sauver, on peut sauter à l'eau, mais il fait froid quand même. Et une fois la cabine fermée, la maman dit à ses trois enfants, je vais vous présenter quelqu'un, et la porte s'ouvre, et le nouveau compagnon et ses enfants arrivent, et pendant 8 jours, ils vont vivre tous ensemble, et au retour, le papa dit, c'était bien les vacances avec maman? Il y avait du mot, parce que maman avait dit, il ne faut surtout pas en parler à votre père. On ne peut pas demander à un adolescent, à un enfant, de garder un secret, et ce que je peux constater, c'est que ces deux chocs-là, la manière dont on présente la séparation, et la manière dont on vient, et les adultes ont tout à fait, ils vivent ce qu'ils veulent, ils reconstruisent pas, on continue à vivre avec l'histoire qui a été là, et à ce moment-là, cette manière vient interpeller les adolescents qui se disent, et qui nous disent quand on les reçoit, mon père ou ma mère sont devenus dingues, ils vivent ce que je devrais vivre.
ils vivent les expériences que je devrais avoir, c'est eux qui les vivent. Et donc je vais couper avec eux. Et c'est ça qu'il faut entendre. Alors oui, il faut des lieux spécifiques. On connaît les réactions des enfants, c'est la loyauté. J'ai besoin de me sentir loyal aux parents que j'imagine être le plus en fragilité. Et tu as raison Catherine, je vais aller auprès de ce parent comme un soutien, comme un tuteur, pour faire qu'il ne s'effondre pas. J'ai aussi beaucoup d'enfants, d'ados que je vois, j'ai fait beaucoup d'auditions pour les juges aux affaires familiales de ma province. J'ai des enfants qu'on va parentifier. Qu'est-ce que c'est un enfant parentifié? C'est un moment où les strates générationnelles s'effondrent et on le prend pour un adulte et on lui dit tout. Ces parents qui nous disent en médiation, c'est lui qui va décider. Il a plein de choses à vous dire. Bien sûr qu'il a des choses à dire, mais il ne peut pas décider, il n'est pas adulte. Enfin, l'abandon. Quand on pose la question à un ado, as-tu le sentiment par moment que ton père ou ta mère, dans cette nouvelle histoire, est plus attaché aux autres enfants qu'à toi? Et est-ce que tu penses qu'il t'a abandonné? Oui, ils disent. Et enfin, un fantasme qui est moins présent chez les ados que chez les plus petits, je pense à l'âge de latence, c'est le fantasme de réconciliation. Je voudrais, comme une fois ils m'ont dit, ça c'est 8-9 ans, je voudrais tellement que tu leur dises qu'il faut qu'ils reviennent ensemble. Sauf que la réalité, c'est que ça n'est pas comme ça. C'est pour ça que je crois autant à l'importance de développer ces espaces de parole pour les enfants. Il y a quelqu'un dans les questions qui nous dit, avec les juges aux affaires familiales de ma juridiction, nous mettons en place des ateliers de coparentalité. Les premiers ont été créés à Bayonne par une magistrate et une médiatrice qui était avocate, et puis ça s'est un peu perdu. Ce n'est pas les ateliers qu'on a mis en place après avec les caisses d'allocation familiale, parents après la séparation, c'est vraiment comment je communique, ce que je dis, ce que j'imagine dire et ce que j'entends. Et puis les enfants à côté. Il y a une expérience à mots depuis des années qui a été mise en place, qui continue et qui ne s'est pas multipliée pour des questions économiques, pas pour des questions de compétences. Mais peut-être la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout le monde peut recevoir un adolescent? Est-ce que tout le monde peut entendre la parole de l'adolescent? Il ne suffit pas de l'écouter. Et peut-être la question que j'aurais envie de vous poser à l'une et à l'autre, vers quel professionnel on peut orienter et quelles sont les compétences nécessaires? Parce qu'on ne peut pas se tromper avec un adolescent, pas avec un enfant, et on ne peut pas expérimenter avec un adolescent. Peut-être Catherine, pour commencer. Oui, dans tout ce que tu as cité, il ne faut pas oublier qu'il y a des thérapeutes qui peuvent, et aussi parfois les pédiatres qui connaissent cette famille depuis très longtemps, ou les médecins généralistes, qui sont un espèce de pivot de bon sens et qui a l'expérience, qui connaît la famille. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la vérité. Bien sûr que Françoise Dolto était mal comprise quand elle dit qu'il faut tout dire aux enfants. Il faut dire aux enfants ce qui les concerne. Et c'est ça, c'est important. Ce qu'on voit souvent de nos jours, c'est quelque chose que je qualifierais d'incestuel. L'incestuel, c'est quand, dans une galaxie familiale, les gens ne sont pas à leur juste place. Or, raconter sa vie sexuelle, celle qui justifie qu'on se sépare ou celle qu'on renoue avec un nouvel amant ou une nouvelle amante, c'est mettre l'enfant en position de voyeur. Et c'est incestuel, et c'est très banalisé. Ça, c'est une souffrance terrible pour les enfants, et c'est pervertissant. Parce que c'est très très dérangeant dans cette période où ils construisent leur sexualité, d'être d'une certaine façon invités à être spectateurs de ce qui ne les regarde pas, à tout point de vue. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est ce qui se passait entre les parents quand ils se sont connus. De pouvoir dire, quand on t'a conçu, on pensait vraiment vivre ensemble toujours, et je suis heureux ou heureuse que tu sois le fils ou la fille de ton père. Ça, c'est essentiel, et on n'entend pas assez. Et c'est tellement douloureux pour certains enfants que certains adolescents, quand un des parents part très loin, et que la garde alternée s'arrête, parce que c'est trop compliqué, géographiquement, ils disent « je suis soulagée ». Parce que à chaque fois que je déménageais, j'étais obligée d'écouter les récriminations de l'un ou de l'autre, etc. Et je crois aussi qu'il faut souvent rappeler aux adultes, que ce soit les professionnels ou les parents, qu'un enfant parle quand il a confiance. Alors, une des choses qui retire la confiance,
c'est d'abord le fait de ne pas savoir garder les secrets et les confidences. Ça, une fois qu'un enfant a compris que ce qu'il nous confie, on le raconte à d'autres, la confiance est perdue pour toujours. C'est la première chose, sauf si l'adulte s'en rend compte et lui dit « je suis désolé, je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais et j'espère que tu vas me redonner ta confiance ». Ça, c'est la première chose. Et pour les professionnels aussi, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'être qui accueille. Et souvent, dans ces histoires, quelquefois les psys des institutions m'appellent, etc. Ils disent « comment ça se fait qu'il vous a dit ça à vous ?» Ah ben oui, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Et pour les parents, c'est pareil. Les enfants, les adolescents se rendent très bien compte, ils jugent très bien, de façon plutôt instinctive, de l'état d'ouverture d'esprit réel de la personne. Mais malheureusement, ils sont facilement séductibles par un adulte qui fait comme s'il était un adulte de confiance alors qu'il ne l'est pas. Ça, c'est le grand problème parce qu'il manque d'expérience. Nous, c'est en vieillissant qu'on se rend compte de la duplicité. Et quand on est jeune, un adulte un peu jeune, un peu sympathique, peut être très trompeur et ça peut être très dangereux dans cette période, d'où le grand danger des réseaux sociaux à cette époque-là, quand les parents sont en séparation. Parce qu'ils peuvent trouver de faux appuis qui sont en fait des séducteurs cachés ou des gens qui vont les emmener dans des influences qui peuvent être des fanatismes quels qu'ils soient. Et je trouve que les parents ne se rendent pas assez compte de ce qu'ils font vivre à leur enfant, ce qu'il y a d'intolérable. Parce que les divorces maintenant, ça a été très très banalisé pour nous les grandes personnes, mais pour les enfants, et quel que soit leur âge, c'est toujours dramatique. Et on ne veut pas le voir. Et donc les enfants qui ont compris ça, ils filent doux, ils disent à chaque parent ce qu'il veut entendre, et à l'intérieur, ils sont profondément tristes et déçus. Quand on a déçu son enfant, c'est compliqué. Et moi, ça fait écho à quelque chose qu'on entend souvent lorsque les parents viennent nous raconter la fin d'une semaine où il a passé chez l'un, chez l'autre, et où la mère dit « je tiens à te dire que c'était épouvantable ce week-end ». Ça m'étrangle. Et le père de son côté dit la même chose, et il va dire je ne comprends pas parce qu'on a passé un super week-end. Et les parents nous disent alors il est menteur. Il n'est pas menteur. L'enfant dit ce qu'il imagine que chaque parent a envie d'entendre. Quand je suis chez mon père et que j'ai du plaisir à être avec lui, je lui dis. Mais quand je rentre chez ma mère et que je sais que ça va lui faire du mal, que je lui raconte, alors je lui dis que c'était affreux. Et on voit combien ces enfants, on leur demande de se cliver et d'avoir des attitudes de l'un à l'autre, et on finit par dire les enfants ont une parole pas fiable. Ils ont la parole qu'ils peuvent nous donner, et on vient de voir combien c'était difficile. Donc on se demande, donc on a cité un tas de professionnels, bien sûr le médecin de famille, le pédiatre, le psy, c'est important. Les parents d'enfants séparés, ou les parents séparés d'enfants, disent souvent il faut l'envoyer chez le psy. Et moi je me dis souvent, si seulement je pouvais envoyer les adultes chez le psy. Parce qu'elle est là la question. Ce qu'on leur demande de faire, on ne leur demande pas, on ne demande pas aux adultes de le faire. Et c'est souvent une raison pour laquelle les adolescents refusent d'aller chez le psy. S'ils viennent une fois ou deux, après ils refusent de continuer à venir. Et même s'ils sont très contents de leur thérapie, ils essayent d'envoyer leurs parents en thérapie indirectement comme ça. Et ça, il faut toujours le savoir, parce qu'ils le sentent, eux, que c'est au niveau des parents que ça dysfonctionne. Et c'est ce qui est le plus important, je pense, parce qu'on a besoin à la fois de pouvoir les entendre, les accompagner, mais on a besoin aussi, j'ai envie de le dire très simplement, mais de faire tomber les barrières entre les professionnels. Si nous pouvions travailler ensemble, moi je rêve d'une structure où on pourrait avoir un psy, un avocat, un médiateur, et où on pourrait, comme ça se fait au Québec par exemple, travailler ensemble sur ces problématiques familiales, regarder nos difficultés. Si on pouvait inventer enfin un entretien
d'information, d'orientation quand on reçoit les parents. Ce n'est pas systématiquement de la médiation familiale. Il y a plein d'autres professionnels et qu'on puisse orienter de la manière la plus efficiente possible. Ça ne se fait pas encore en France. Peut-être que ça se fera un jour parce qu'on se rend compte de la nécessité de pouvoir travailler ensemble et de trouver des solutions différentes. Alors peut-être du côté, alors c'est vrai qu'en plus, ça commence à être différent en France. On commence à travailler, avec les psys, on a toujours travaillé, je pense. Avec les avocats, ça commence à venir, on est moins sur la défensive. Avec les magistrats, ça fait longtemps qu'ils le sollicitent et qu'ils nous demandent de travailler ensemble. Ça commence à venir aussi et on voit qu'il faut vraiment une pluridisciplinarité pour approcher cette complexité de l'adolescence et ne pas les mettre en difficulté. Je voudrais quand même juste rappeler, puis je vais redonner la parole à Stéphanie Ebrard, qu'il y a des études qui montrent que la question de l'adolescence et des conduites à risque, qu'elles soient les scarifications, les addictions et tout ce qu'on peut connaître, sont extrêmement importantes à l'adolescence. C'est vraiment à prendre très au sérieux et leur détresse, on doit l'entendre. Mais ils ne peuvent pas parler à tout le monde, ils ne peuvent pas entendre ce qui peut être dit chez tous les professionnels et surtout il y a la question de la fiabilité du cadre et de la parole. Chez un médiateur familial, leur parole ne peut pas être secrète. Nous ne sommes pas soumis au secret. Notre travail, c'est de reformuler, d'accompagner et de lui permettre au moins une fois de délivrer un message à ses parents. L'auditeur, ça ne peut pas être secret. Puisque l'objectif même de l'audition, c'est de pouvoir donner une image des besoins de l'enfant pour que le magistrat puisse après statuer. Même si aujourd'hui on essaye de développer des auditions amiables qui ne sont pas encore assez développées en France, il y a en fait que chez le psy, que le psychologue est soumis au secret professionnel, l'avocat aussi. Oui, sauf que nous, avec l'accord de l'enfant, on peut, si on lui dit écoute là, ce dont tu me parles c'est trop important, je voudrais qu'on nous en parlions ensemble avec les parents, ça marche. L'autre difficulté à tout ce que tu viens de dire, c'est la temporalité, parce que la conversation avec un adolescent, c'est de dire quelque chose et la réponse vient, mais quelquefois c'est 3 mois après. Et quand il y a une seule audience, c'est compliqué parce qu'ils ont du mal sur le moment à dire, alors que ce sont des processus lents. Et ça, c'est pas une temporalité que la société peut respecter. Et du coup, ma question serait pour Stéphanie, qu'on puisse reprendre. On est en train d'essayer d'ouvrir les portes, on a brossé le tableau de l'adolescence, nous avons regardé ensemble ce qui pouvait exister comme possibilité de modalité d'accompagnement, mais il y a beaucoup de questions qui viennent, je les ai regardées sur cette question, qui en fait sont les situations avec des conflits majeurs, avec des conflits extrêmement stratifiés qui durent depuis des années, voire des déplacements illicites d'enfants qui sont l'illustration de ces conflits très forts et qui, à un moment donné, c'est Maryvonne Jaffrin-Mandier, qui est philosophe, qui avait écrit un livre où elle montrait comment on pouvait basculer dans le déplacement d'enfants lorsqu'il y a une insatisfaction totale à la décision qui est rendue par la justice. Et elle le montrait comment la société fabrique justement ces mécanismes, c'était sa définition en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces familles dont le conflit est tellement important, où les enfants sont en danger? L'audace le dit, 80% des signalements sont issus de conflits de parents autour de la séparation. Donc, que pouvons-nous faire et quels sont pour tous les professionnels qui nous écoutent et les familles, vers qui peuvent-ils se tourner aujourd'hui? Qu'avons-nous comme dispositif possible pour ces enfants en grande difficulté dans des conflits? Et bien sûr, il n'y en a pas énormément, je crois qu'il y a 10 ou 12% de conflits, de séparation très conflictuelles, mais nous, c'est avec cela que nous travaillons. Et même 10 ou 12%, c'est déjà beaucoup trop. Oui, donc la question sensible, c'est effectivement comment faire face et traiter les conflits parentaux aigus. Parce qu'un conflit, c'est normal. Quand on se sépare, il y a nécessaire. Un conflit, ça rentre dans la normalité. Là où c'est pas normal, c'est quand ça ne passe pas et que ça se crispe et que l'enfant est pris en otage dans ce conflit.
nous, dans ces cas-là, on est en difficulté. Alors, il y a deux choses. D'abord, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faudrait beaucoup plus de services d'accueil des familles et aussi d'information aux familles, de pédagogie vis-à-vis des parents, à l'égard des parents, sur les besoins des enfants, sur les phénomènes de conflit de loyauté qui font qu'un enfant… Parce que bien souvent, le conflit se nourrit des propos d'un enfant ou de ses attitudes qui sont mal comprises et qui sont traduites comme étant, mais l'enfant pleure, par exemple, il pleure au moment où il doit aller chez son père, c'est qu'il n'est pas bien chez son père et que son père le traite mal. Ou alors, ma fille, quand elle revient de chez sa mère, me dit que le week-end s'est très mal passé, donc c'est qu'effectivement, il s'est très mal passé. Et donc, on va saisir le juge aux affaires familiales. Et on rentre dans une procédure judiciaire qui vient créer une souffrance supplémentaire. Donc, on a vraiment besoin comment dire, de services, d'informations à l'égard des parents et d'accueil des parents qui sont en réflexion ou en question sur un certain nombre de choses qu'ils rencontrent à ce moment-là dans le rapport avec leurs enfants. Ensuite, quand le conflit est là et que le juge aux affaires familiales est saisi et que la médiation familiale n'a pas fonctionné, on peut être démuni. Et la situation, si elle n'est pas traitée, peut placer l'enfant en situation de danger et expliquer la saisine des juges pour enfants. Et d'ailleurs, les juges pour enfants nous disent que, alors peut-être pas 80%, mais bien la moitié de leur saisine en assistance éducative provient du conflit parental. On n'est plus sur une logique de réponse à une carence parentale, mais à un conflit parental qui vient finalement créer une carence dans l'éducatif et mettre en danger l'enfant. Donc, et là, nous, en tant que juge aux affaires familiales, on recherche des solutions intermédiaires qui nous permettent, nous, d'accompagner un peu plus les familles, aller au-delà lorsque la médiation familiale n'a pas fonctionné, qu'on a constaté que le conflit aigu est là, de trouver finalement des services, des accompagnements adaptés, puisqu'on sait que d'une part, une intervention rapide, la plus rapide possible, va peut-être permettre justement d'éviter l'escalade et que parfois une action ciblée sur quelques mois va permettre l'accompagnement dont les parents ont besoin et l'apaisement pour l'enfant. Donc, on essaye de trouver des partenaires pour ça. Actuellement, donc c'est la médiation familiale parents-ados, mais ça peut… pour ces situations-là, on a besoin de mesures plus directives, comme celle de la coordination parentale, qui aujourd'hui est de plus en plus utilisée, puisqu'il y a une formation, c'est une expérience qui nous vient, un modèle qui vient des États-Unis, qui a été utilisé au Canada et qui commence en France à prendre forme. Et c'est vraiment une mesure dont on a besoin pour ces cas de conflits parentaux. Alors, un exemple, par exemple, parce que j'ai une situation récente de, justement, couple parisien avec 2 enfants de 12 et 14 ans. Et tous les deux, les 2 enfants, une fille et un garçon, la fille a 14 ans, le garçon a 12 ans, suivi psychiatrique, tentative de suicide à répétition, scarification à répétition, les 2. Donc, situation extrêmement complexe, avec donc une maman qui nous saisit en disant, bon, le suivi médical est compliqué, on n'y parvient pas, donc débarrassez-moi du père, autorité parentale exclusive, comme ça je pourrais faire le suivi médical seul. Après en avoir discuté avec chacun, avoir entendu les enfants, j'ai constaté qu'il y avait une histoire familiale dissonante. Je vous dirai après comment.
Et j'en ai conclu que les enfants avaient besoin de deux parents particulièrement, pas moins de pères, mais mieux de pères, et qu'ils avaient besoin des deux parents pour avancer. Donc, je leur ai proposé la coordination parentale. Ils en ont été d'accord. Ils se sont engagés là-dedans, sachant que la coordination parentale a l'avantage de permettre aux coordinateurs parentaux de rentrer en contact avec l'ensemble des intervenants autour de la famille, puisqu'il y avait autour de ces enfants l'éducateur, le CMPP, le médecin psychiatre, voilà, les instits, l'école qui faisait les signalements. Donc, ils ont accepté. Et j'ai souligné le fait que les enfants étaient nécessairement perturbés par une histoire dissonante sur l'attitude de chacun des parents, puisqu'il y avait eu justement, tu parlais d'enlèvement d'enfants, la maman s'était installée à Londres avec les deux enfants, le père avait fait une demande de retour convention de La Haye, il avait été débouté. Je vous passe sur les détails, mais quand madame est retournée à Paris, finalement s'installer à Paris, donc le message c'était votre père vous a abandonné, et le message du père c'était votre mère vous a kidnappé. C'était voilà les deux versions parentales, et donc je leur ai donné pour mission de travailler ça en coordination parentale, de travailler sur une histoire commune, déjà, rien que ça. Et cette coordination parentale, j'ai eu un rapport donc au bout de 6 mois. J'ai vu les parents à l'audience, ils sont d'accord sur tout. Les enfants vont mieux. Alors, ça ne veut pas dire que ça règle tout, mais les enfants vont beaucoup mieux. Les médecins psychiatres étaient au départ très déstabilisés par la présence des coordinateurs parentaux. Aujourd'hui, ils disent que c'était génial. Et donc, la situation a pu évoluer favorablement. On voit bien que ce sont des situations pour lesquelles la médiation familiale simple ne suffit pas, qu'il est dommage d'aller vers le juge pour enfants avec des assistances éducatives, avec des services qui sont surchargés, alors qu'avec un bon accompagnement, partant d'une audition d'enfant, en mettant en exergue un besoin et en faisant travailler les parents autour de ces besoins avec l'ensemble des professionnels autour d'eux, eh bien, on peut arriver à des solutions positives. Catherine? Oui, je crois que les parents, il faudrait trouver un moyen d'informer plus les parents sur la gravité pour l'avenir de leur enfant, parce qu'ils sont là à dire mon enfant est le plus important que tout, etc. Et en même temps, c'est comme s'ils lui mettaient du poison dans le café au lait tous les matins au petit déjeuner. Par exemple, se retrouver tout le temps au milieu d'un conflit ou beaucoup avec un parent dépressif, c'est dans ce moment où il y a une déstructuration, une reconstruction, c'est extrêmement délétère. Et ça, je pense que ce serait important qu'on fasse prendre conscience aux parents que ces choses qu'ils vivent comme légitimes de leur part, la plainte, la révolte, la colère, etc., c'est quand même destructeur pour leurs enfants. Et ça, c'est nous, peut-être les thérapeutes, qui devrions intervenir plus. Et je trouve qu'il y a une structure qui manque. Ce serait un peu comme des hôtels, des lieux d'accueil provisoires, où il y aurait des équipes tournantes et où les enfants pourraient venir passer 8 jours, 15 jours éventuellement, pour respirer un air où les adultes ne se disputent pas et où ils peuvent se recentrer sur ce qui est essentiel pour eux. Parce que finalement, quand ils sont au milieu de ces conflits, et qu'en plus on attend d'eux qu'ils soient brillants à l'école et qu'ils ne dysfonctionnent pas, c'est inhumain, parce que le fait déjà de s'adapter au conflit, ça prend une énergie fantastique, qui ne va pas ailleurs, qui ne va pas s'intéresser aux choses constructives, etc. Et ça pose des briques de regard totalement dévalorisé et dévalorisant sur la relation humaine et la relation d'amour. Et ça, c'est quelque chose qui va les marquer à vie dans les relations qu'ils entretiendront plus tard. Moi, je suis frappée avec les patients adultes
de voir à quel point ce qu'ils ont vécu pendant le divorce de leurs parents influence la façon dont ils mènent leur vie amoureuse et leur vie maritale et leur vie parentale. C'est vraiment une influence au très long cours. Alors devant des gens qui vous disent « moi, c'est pour le bien de mon enfant », et qui en même temps font des choses objectivement destructrices, j'aurais envie de les prendre à part et de leur faire un petit cours là-dessus. Parce que dans cette période-là en particulier, les enfants ont autre chose à faire que de s'adapter tout le temps au dysfonctionnement des grandes personnes. Et peut-être, juste peut-être pour ajouter, parce que je vois qu'il y a des questions beaucoup sur les conflits aigus, sur ce qu'on pourrait qualifier, peut-être, on ne peut pas parler d'aliénation parentale aujourd'hui, mais en fait d'abus de loyauté d'un parent sur un enfant pour régler les comptes avec l'autre. Ce que j'ai pu observer, moi, de ma place, c'est que dans ces situations où un parent est exclu, avec la complicité consciente ou inconsciente d'un parent, en général, il y a une participation ou une responsabilité conjointe des deux parents. Il y a un parent qui va profiter de la situation, il va se placer en position de bon parent contre le mauvais parent, abuser de cette position, il pourra, dans certains cas, même manipuler les enfants, mais en général, ça s'accompagne aussi de réactions ou de positions à minima maladroites de la part du parent exclu. C'est-à-dire que quelque part, il va donner toutes les raisons à l'enfant de penser que les reproches qui lui sont faits sont justes, sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est souvent des parents qui sont tous les deux un peu focalisés sur leur position, leur bon droit, et ils oublient que les enfants les observent et ont besoin de témoignages, comment dire, soit d'amour, soit d'attitude adaptée. Les enfants sont en attente de quelque chose que le parent ne leur donne pas. Et donc, ils vont être confirmés, confortés dans leur idée qu'effectivement, ce n'est pas le bon parent. Et c'est là où on doit vraiment, la famille doit être accompagnée, d'abord pour désamorcer vis-à-vis de l'enfant ce qui pourrait être une manipulation, pour les replacer sur un terrain plus neutre, voire, vous avez parlé, Catherine, d'endroits où il puisse respirer. Mais il faut aussi accompagner le parent exclu pour lui faire comprendre aussi qu'il a lui-même un rôle à jouer et qu'il y a des attentes des enfants et qu'il doit pouvoir y répondre. Et là, j'aurai des exemples multiples à donner. Par exemple, je me souviens d'une situation comme ça. D'ailleurs, la maman on lui disait qu'elle était bipolaire. Elle avait bien sûr eu des crises qui avaient impressionné les enfants et avec un père qui avait utilisé ça pour l'exclure. OK. Sauf qu'à un moment donné, on a mis des choses en place avec elle et qu'un jour, elle s'est présentée, elle devait voir les enfants dans l'après-midi et les enfants dans l'opposition lui ont dit écoute, on veut bien venir avec toi, mais juste pour 1 heure. Et elle a dit puisque c'est ça, ça sera non. Et elle est partie. Là où elle aurait eu certainement profit à faire preuve de souplesse, et dire OK, c'est bon pour 1 heure, allons-y pour 1 heure. Parce que qu'est-ce qui pouvait se créer, qu'est-ce qui pouvait désamorcer, c'est elle, ce qu'elle pouvait créer ou renouer avec l'enfant. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, ça ne recouvre pas bien sûr toutes les situations, c'est un peu caricatural, mais ce que je veux dire, voilà, dans ces situations de conflit vraiment aigu avec une forme d'aliénation parentale, il y a aussi une partie, voilà, une responsabilité de chacun. Et dans les situations qui ont pu se dénouer, que j'ai pu observer, c'est grâce à un parent qui a fait preuve d'énormément de patience, d'énormément de souplesse, c'est-à-dire qui n'est pas venu en affrontement avec l'autre sur la question « je suis victime, tu es bourreau », mais vraiment de souplesse, de patience, et aussi grâce aussi à un accompagnement de professionnels de cette famille, parce que c'est une situation extrêmement compliquée et douloureuse pour chacun.
On va essayer d'aller pour prendre les questions des participants. Il y en a beaucoup, beaucoup. Peut-être juste un mot sur ce qui vient d'être dit par Stéphanie Hébrard. Il n'y a pas suffisamment en France de professionnels qui accompagnent ce parent qui se retrouve seul, en dehors de la relation avec les enfants. On a tenté une expérimentation avec des avocats en droit de la famille il y a quelques années, de recevoir, je ne savais pas ce qu'ils voulaient, ils m'ont appelé en me disant, les avocats avec qui je travaillais, écoute, je t'envoie un père et débrouille-toi. Débrouille-toi, mais je fais quoi? Ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Eh bien, c'est un conflit extrêmement aigu, avec une séparation, un divorce qui traîne depuis des mois et des années, 3 enfants qui ne veulent plus voir leur père, du tout. Plus aucune relation. Et ils ont fait une tentative de médiation qui n'a pas fonctionné, un espace rencontre qui n'a rien donné, la mère n'a pas accompagné les enfants, ils étaient systématiquement malades. Une expertise qui a décrit les parents, mais sans donner de proposition parce que ça ne fonctionnait pas. Et ce père dit à son conseil, écoutez, maintenant j'en ai assez, donc vous écrivez au juge en disant que je renonce à voir mes enfants, je suis d'accord, mais je vais continuer à payer la contribution. Et alors, elle me dit, et alors je n'écrirai pas ça. Parce qu'un jour ou l'autre, les enfants vont lire ces textes, je suis sûre, les enfants lisent tout. Et ils vont imaginer que leur père les a abandonnés. Alors, essaye. Et j'ai accompagné comme ça plusieurs parents, et j'aurais aimé que ce travail puisse être repris, moi je ne le fais plus, d'accompagner un seul parent dans ces situations extrêmement complexes. Il y a une souffrance énorme de ces parents. Bien sûr qu'on peut penser, on le sait, que ce conflit, il n'est pas de l'un contre l'autre, il est de l'un avec l'autre. Et il faut travailler avec les deux. Mais il y a un travail à faire. Être parent, c'est un état. Et ce n'est pas parce que la relation avec l'enfant n'est pas quotidienne ou est suspendue qu'il perd son statut de parent. Et il y a un tas d'éléments à travailler. Et quand je me souviens, ce père-là, c'était le premier, quand je lui demandais, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il y ait pu avoir ce blocage? C'est à cause de la mère, bien sûr. Et puis on a pu travailler. Il manque ces espaces-là. On ne peut pas fermer la porte, nous les professionnels, à ces parents qui sont dans ces situations. Alors, bien sûr qu'il y a des thérapeutes, mais c'est autrement, et c'est un travail d'articulation, peut-être entre la médiation, la coordination n'existait pas encore, en France en tout cas, et la thérapie qui va permettre à cette personne de pouvoir se redresser et de retrouver, pour un ado, voir un parent effondré, c'est extrêmement difficile d'aller s'identifier à un parent qui, comme ils disent, il a l'air de rien. Et il a l'air de rien, on peut accompagner pour redresser. On peut aussi imaginer que parfois, certains avocats du droit de la famille reçoivent un parent avec un psy. Oui, ça serait tellement bien. C'est ce qu'on fait parfois. Et comme ça, dans cette double écoute, on peut comprendre un peu mieux les enjeux. Et en fait, c'est ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de collaboration croisée entre les professionnels. C'est vraiment important. Et on a des choses à inventer encore. Ah oui. Alors parmi les questions, quelqu'un nous dit, il y a beaucoup de questions, et comme le disait Stéphanie Hébrard, beaucoup centrées sur le conflit très aigu. Or, aujourd'hui, et on voit bien que ça vient croiser la question de l'adolescence, mais notre propos, c'est vraiment autour de l'adolescence. Alors, oui, on a oublié de parler des espaces rencontres, et c'est une erreur, parce que nos collègues qui travaillent dans les espaces rencontres, c'est un travail extrêmement complexe, qui devrait permettre une remise en relation. Ça ne se fait pas toujours, mais il y a un énorme travail qui est fait par les professionnels pour accompagner ces enfants, ces parents, avec beaucoup d'enfants qui sont là avec des suspicions d'inceste, etc., de violence. Et les professionnels travaillent, mais leur fonction n'est pas de rassembler les deux parents, mais de travailler pour rassurer l'enfant et faire qu'il puisse au moins être en contact avec ce parent. Sur les questions de très haut conflit, peut-être que vous voulez en dire quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, pour la médiation familiale, il y a ce qu'on appelle un référentiel national de financement qui est piloté par la Caisse nationale d'allocation familiale. Et il a été dit depuis le 1er janvier que les médiateurs familiaux ne pouvaient pas travailler conformément à la Convention d'Istanbul avec des situations
d'allégations passées ou présentes de violence. Or, ce que nous savons, c'est que les situations de séparation, elles sont conflictuelles. Bien sûr qu'on ne va pas développer la violence, mais elles sont conflictuelles et il va falloir qu'on trouve comment pouvoir continuer à travailler en respectant le cadre et les textes. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire l'une et l'autre sur ces situations à très haut conflit. Peut-être qu'on envisagerait un futur webinaire sur ces questions parce que à la fois ça touche l'adolescence et en même temps c'est spécifique. On ne va pas pouvoir répondre aux questions personnelles. Ça, dans le cadre d'un webinaire, ce serait un peu délicat de venir faire de la réponse individuelle sur vos situations. On sait qu'elles sont difficiles. On vous invite vraiment à contacter sur toutes vos régions. Il y a des psys, il y a des médiateurs, il y a des espaces rencontres. Bien sûr qu'il y a des magistrats et des avocats, vous le savez, et il y a des avocats spécialisés qui accompagnent les enfants, mais il ne va pas nous être possible de répondre aux questions personnelles. Peut-être l'une et l'autre, Catherine et Stéphanie, sur cette question de qu'est-ce qu'on fait avec ces situations hautement conflictuelles. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Stéphanie, parce que c'est très très juste. Un conflit, ça se fait à deux. Et il faudrait aider, chaque fois qu'il y a un conflit, que chacun puisse être aidé à comprendre comment il nourrit, souvent parce qu'il y a une victimisation, et comment ça réveille en lui une agressivité qui vient peut-être de son passé, de façon à ce que chacun de son côté, on dénoue un peu le nœud qui fait qu'il faut que ce soit conflictuel. Et Stéphanie, Oui. peut-être. Oui, alors je sais que ce sont des situations extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles à gérer pour les parents, surtout ceux qui en sont victimes. Pour les JAF, c'est extrêmement difficile à gérer parce qu'il faut que vous sachiez, parce que c'est aussi beaucoup de questions, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Hein. D'abord, en temps. Quand je vois en Allemagne, ils ont 2 dossiers par journée. Ils passent 3-4 heures sur le même dossier. Nous en avons 12, 15, parfois 18 dans la journée. Et nous avons peu de services, à part bien sûr les ER, mais ER, c'est trop tard déjà. Hein, l'espace de rencontre, ça veut dire que le lien est coupé. La médiation familiale, quand il y a un haut conflit, ça ne suffira pas. On n'a pas de moyens. La coordination parentale, on commence à avoir des coordinateurs parentaux, mais moi, par exemple, à Montpellier, quand j'ai voulu mettre en place un accompagnement des parents pour les très jeunes enfants, il a fallu que je bricole, hein, que je trouve moi-même une psychologue, une médiatrice, et puis que j'essaye, en prenant sur mon temps en plus du traitement, que je trouve quelque chose qui n'existait pas dans le code et qui n'existait pas dans les financements publics. Donc, il y a un vrai manque en termes de politique publique, de services publics autour de la séparation parentale, de l'information. Après, ce que je veux dire, et je sais que ça ne recouvrira pas toutes les situations, encore une fois, j'ai le sentiment, nous adultes, vous parents, nous professionnels de l'enfance, en tout cas moi en tant que JAF, nous n'écoutons pas assez nos enfants et nous ne parlons pas assez avec eux. Et bien souvent, dans ces conflits intenses, ce sont 2 parents qui s'affrontent, avec chacun le sentiment de son bon droit. Et ils en sont d'ailleurs, celui qui en est victime a bien sûr est légitime dans le fait qu'il s'estime victime de la situation, pas de problème, sauf qu'il y a souvent une ouverture vers l'enfant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on restaure le dialogue avec l'enfant, comment on peut se faire comprendre de l'enfant, comment on peut, sans lui imposer quelque chose ou sans le placer dans le conflit, obtenir quelque chose qui se détend. Parce que les enfants, moi, quand on les écoute en audition d'enfants, c'est souvent une déception qui manifeste, un défaut d'attention pour leurs vrais besoins. D'ailleurs, ils le disent, je n'ai jamais pu en parler à mon parent, je n'ai jamais pu le dire. Donc, il y a un moment donné, il y a un défaut d'écoute à l'égard des enfants. De quoi as-tu besoin? Je suis en difficulté, voilà, je ne suis pas parfait, je suis en difficulté, il y a quelque chose qui nous empêche de m'écouter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour? Parce que moi, dans mes auditions d'enfants, même les plus jeunes, les très jeunes, ils sont capables de donner des solutions. Ils sont capables de dire, ben oui, parce qu'un enfant qui n'est pas manipulé
vous lui dites, bon, ok, tu veux pas aller chez ton papa, chez maman, qu'est-ce qu'il te faudrait pour avoir envie d'y retourner? Ben, il vous dit, ben, il faudrait qu'il fasse ci, fasse ça. Voilà. Ils sont capables de dire. Euh, et un enfant qui est sous pression psychologique, il vous dit rien. Il ne me faut rien. Donc là, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas de lui, qui vient d'ailleurs. Et c'est là où il faut pouvoir, en médiation familiale, pouvoir le mettre en situation en l'incluant avec ses deux parents qui puissent entendre des choses et que les parents puissent s'exprimer. Mais si les deux parents sont en récrimination l'un contre l'autre, rien ne peut être entendu. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le comprenne, qu'on l'écoute et qu'on fasse ce qu'il attend, qu'on fasse pour lui. Et on oublie parfois ça, voilà. Je voudrais ajouter quelque chose autour du sentiment de culpabilité. Il y a des enfants qui manipulent leurs parents, le plus souvent, ça n'est pas conscient. Et à ce moment-là, notre travail est de les aider à comprendre comment leur attitude finit par compliquer les choses. Mais la plupart du temps, ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est qu'ils ne sont ni responsables ni coupables de la souffrance de leurs parents. Parce que le sentiment de culpabilité, je crois que c'est le venin le plus toxique pour l'être humain. Vraiment. Et dans une période où ils sont dans une crise identitaire, où ils ne savent plus à quoi se repérer, s'ils se sentent coupables ou responsables, alors la machine à discerner se met en panne complètement. Ça paralyse le sentiment de culpabilité. C'est très très important que tous les intervenants, que ce soit les avocats, n'importe qui accueille ces enfants-là, abordent cette question de leur éventuelle culpabilité, parce que ça arrive que les parents leur fassent sentir qu'ils sont responsables, et ça, je crois que c'est pire que tout. Ça, c'est un des premiers éléments que travaillent les médiateurs familiaux qui reçoivent les enfants. Alors c'est vrai, dans ce que dit Stéphanie Ebrard, en France, il y a depuis toujours une controverse, faut-il associer l'enfant, faut-il ne pas l'associer? Je crois que c'est un faux débat et il faut pouvoir ouvrir des espaces pour les enfants, spécifiquement pour les enfants. Il y a aujourd'hui les groupes d'enfants de parents séparés qui se développent aussi et qui permettent justement un travail où on va pouvoir accompagner les enfants. Cette question de la culpabilité, moi c'est une question que j'ai toujours posée, tant en médiation qu'en audition. Est-ce que tu imaginais à un moment donné que ça aurait pu être de ta faute si tes parents se séparent? Hormis les adolescents qui eux disent bah, bien sûr que non, les autres disent oui bien sûr, parce que j'ai pas écouté, parce que j'ai pas bien fait, parce que j'ai pas, etc. Et le travail du professionnel, c'est vraiment de rassurer, de redire non, ce n'est pas de ta faute. Non, ce n'est pas toi. Moi, je sais que c'est jamais de la faute des enfants. Et de pouvoir le dire, on a encore besoin de former beaucoup de professionnels, mais de les former ensemble. Psy, juristes, soit vraiment les magistrats, les avocats et les médiateurs familiaux. Nous avons besoin de travailler ensemble pour pouvoir être au plus près des besoins de ces enfants. Sans compter que quand on dit bien sûr que non, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Mais est-ce que la vérité existe? C'est compliqué. On va presque arriver au bout de notre soirée. Elle est trop courte. On aurait voulu en faire beaucoup plus, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions. Vous allez pouvoir continuer si vous avez besoin de nous contacter via le site du SEMA, poser des questions. On ne pourra pas répondre aux questions personnelles. Ceux qui souhaitent des adresses de médiation familiale peuvent aller sur le site de l'APMF, Association pour la médiation familiale, ou de la FENAMEF, Fédération nationale des services de médiation familiale et espaces rencontres. Des espaces rencontres, il y a une fédération spécifique, la Fédération des espaces rencontres, et puis vous allez pouvoir trouver des psychothérapeutes. Je sais que c'est extrêmement complexe, les CMP ont des durées d'attente, des délais extrêmement longs, mais vous allez pouvoir trouver de manière locale tous ces relais. Peut-être juste quelques mots avant qu'on puisse se séparer, de vous dire que le webinaire de ce soir sera remis en ligne sur le replay du SEMA dans quelques temps, et vous allez pouvoir le retrouver. Ce que nous avons pu approcher ce soir, c'est la complexité
Ce livre sur le homard est toujours d'actualité. Les adolescents sont toujours aussi fragiles, différents avec les réseaux sociaux, mais différents, mais leurs besoins de sécurité, d'étayage, d'être contenus sont toujours là, de ne plus être au cœur du conflit de leurs parents ou l'objet du conflit. Nous avons pu voir combien il était évident aujourd'hui pour les professionnels d'ouvrir nos portes et de travailler ensemble si nous voulons construire effectivement un accompagnement efficient, et puis peut-être de voir comment nous pourrions faire pour éviter que tous ces enfants soient dans une telle souffrance, parce qu'effectivement, comme le disait Catherine, ces enfants qui vivent ce que moi j'appelle le syndrome du héron, à qui on demande de grandir sur une seule de leur filiation, sur un seul pied, quelle projection de vie d'adulte vont-ils avoir? Comment imaginent-ils leur vie amoureuse? Quand on leur pose la question, notamment en audition, ils nous répondent « Moi, j'aurai jamais d'enfant et je me marierai jamais pour faire ce qu'ils ont fait. » Ou quand on a en médiation des couples dont les parents se sont séparés, ils disent « On n'avait qu'une idée, c'était de ne pas faire comme nos parents. » Et donc on voit que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Notre prochain webinaire, eh bien, vous l'aurez dans la hotte du Père Noël. Il n'est pas encore tout à fait finalisé. Nous avons ouvert un cycle sur les webinaires famille, puis il y a les autres webinaires du SEMA. Vous en aurez l'information. Si vous êtes professionnel, on peut aussi vous proposer d'aller sur le site du SEMA. Il y a 2 formations début 2026, une sur l'audition des mineurs et l'autre sur la médiation parents-adolescents que nous vous proposons. Et puis, les autres formations sont toutes sur notre site. Avant qu'on se quitte, je voudrais évidemment remercier vraiment très chaleureusement et au nom du SEMA, Catherine Dolto et Stéphanie Hébrard qui ont pris le temps ce soir, un samedi soir, de venir échanger avec nous. Et il a fallu des échanges. Nous avons préparé ce webinaire pour essayer de répondre et d'échanger avec vous sur cette problématique qui nous est si importante, l'adolescence. Et puis, je voudrais forcément remercier le SEMA, Bertrand Delcourt, notre président, qui fait en sorte que les webinaires se passent dans les meilleures conditions, et l'équipe, les professionnels qui sont au sein du SEMA, qui est une petite structure très créative et très inventive, et bien sûr Catherine Emmanuel, sa directrice, et Hélène Toumieux, sans laquelle vous ne pourriez pas voir nos visages ce soir. Alors avant qu'on se quitte, j'ai commencé mon propos avec une phrase, avec une citation de Françoise Dolto, et je vais terminer avec Isabelle Figliosa, qui est psychothérapeute et qui travaille aussi beaucoup avec les enfants. Et j'aime beaucoup cette phrase, et elle dit, dans un de ses livres qui s'appelle « Au cœur des émotions de l'enfant », aucun enfant n'est rebelle ou ne s'oppose à ses parents par plaisir. S'il le fait, c'est que c'est la seule solution qu'il ait trouvée pour répondre à ses besoins. Et je pense que nous pourrions mettre ces 2 phrases, celle du homard et celle-ci, dans nos bureaux pour rappeler aux parents combien c'est complexe. Je voudrais vous dire un grand merci, vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Vous aurez tous les éléments sur le site du SEMA et vous souhaitez une très bonne soirée. Merci encore.